Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Volvo Energy investit dans une entreprise de batteries de seconde vie. Hyundai et Michelin développent des pneus pour véhicules électriques bons pour l'environnement. Flo et Hydro-Québec signent une entente pour 7500 bornes niveau 2. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des ventes de véhicules électriques. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Connaître son auto en 60 secondes top chrono. Borne de recharge niveau 2, 7 ou 11 kW pour la maison. Et en grande entrevue, Cédric Chaperon de la Roue Libre nous parle du transport de colis par vélo à assistance électrique. On a livré plus de 30 000 colis à Montréal sans émettre de CO2. Tout ça et bien plus encore dans la 129e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado 100% dédié aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines. Moi, de mon côté, je vous avoue que je suis un peu fébrile. C'est le dernier podcast qui va être enregistré, en fait, préparé dans le studio temporaire, en fait. Hein? Donc, dès le prochain épisode, on va être de retour en studio. Et puis, on est également l'avant-dernier épisode avant les vacances estivales. Donc, ça sent grandement le repos de mon côté. Quoi qu'il en soit, on n'est pas rendu aux vacances encore et on a 2 beaux épisodes à vous offrir pour votre plaisir, je l'espère. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement d'un projet fort intéressant de transport avec des vélos électriques. C'est un projet là, qui roule, et c'est le cas de le dire, dans les rues de Montréal, mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que c'est une solution alternative fort intéressante au transport de colis traditionnel. Donc, on va s'entretenir dans quelques instants là, avec les gens de la Roue Libre. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous poser des questions qui vont être répondues en ondes à Silence on roule. Pour la faire, vous devez aller à question.silenceonroule.com et puis avec votre micro là, sur votre ordinateur, vous nous dictez votre question et puis on va y répondre. Et justement, on a Odette Carignan qui a une petite question pour nous. Alors, on écoute tout de suite la question de Mme Carignan. Bonjour, mon nom est Odette Carignan et j'aimerais savoir si le rappel de Kia modèle EV6 dont les coordonnées du rappel sont 2022-247 concernant le système groupe motopropulseur. Est-ce que ce rappel-là concerne la traction intégrale GT Line 1 et si oui, est-ce qu'il est réglé? Merci de me répondre. Eh bien, Mme Carignan, le rappel 2022-247 pour Kia ne vise pas seulement une version du véhicule, mais bien toutes les EV6, donc que ce soit la GT Line 2 ou toutes les autres. Là. Donc, techniquement, votre véhicule serait touché par le rappel. Donc, voilà l'information qu'on a pu obtenir. J'espère que ça répond à votre question. Eh bien, juste avant d'aller aux actualités, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule pour le recevoir automatiquement, que vous l'écoutez là, à la pièce, vous allez manquer des épisodes parce qu'il y a des épisodes hors série qui ne sont pas rendus disponibles sur les médias sociaux ou sur les plateformes. Donc, vous devez vous abonner pour les avoir. Et pour ce faire, vous visitez le abonnement.silenceonroule.com. Toute l'information est donnée là. Donc, que ce soit avec Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Vous vous abonnez et vous êtes sûr comme ça de recevoir automatiquement tous les nouveaux épisodes au fur et à mesure où ces derniers sont rendus disponibles. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées.
Notre pellicule pare-pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Grâce aux véhicules électriques qui offrent plus d'autonomie et une augmentation des infrastructures de recharge, l'anxiété liée à l'autonomie diminue de plus en plus rapidement. Mais selon une nouvelle étude de l'Université de Genève, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Publiée dans la revue Nature Energy, l'étude menée auprès de 2000 conducteurs aux États-Unis et en Allemagne a révélé que de nombreux conducteurs estiment que les véhicules électriques d'aujourd'hui ne répondent toujours pas à leurs attentes quotidiennes. Selon l'étude, environ 30 % des personnes interrogées pensaient à tort qu'une batterie de véhicule électrique n'avait toujours pas la capacité de couvrir leur habitude de conduite quotidienne. Les chercheurs ont cependant découvert que 90 % des trajets pouvaient être effectués avec des véhicules offrant une autonomie de 200 km, ce qui correspond à bien plus qu'aux capacités de la plupart des véhicules électriques actuels. Même une Nissan Leaf de base avec la petite batterie de 40 kWh dispose, selon l'EPA, d'une autonomie de plus de 240 km, tandis que la Chevrolet Bolt EV permet plus de 400 km, et ce ne sont pas des modèles haut de gamme. Volvo Energy investit 10 % du capital, soit environ 4,9 millions de dollars US, dans Connected Energy, une entreprise qui se spécialise dans le développement des batteries de seconde vie. Volvo Energy est l'un des 5 nouveaux investisseurs, incluant Caterpillar Venture Capital Inc., le groupe Induja, le groupe Mercure et la compagnie OurCrowd, qui leur permettra de se joindre aux investisseurs actuels de Connected Energy, le groupe NG New Ventures, Macquarie et Low Carbon Innovation Fund. Selon Joachim Rosenberg et président de Volvo Energy, nous avons une énorme capacité d'exploiter l'utilisation de la seconde vie de nos batteries. Cet investissement tourné vers l'avenir vise à faciliter le développement des systèmes de stockage d'énergie, des batteries de seconde vie et de sécuriser des opportunités commerciales afin de répondre efficacement à l'arrivée anticipée des batteries de seconde vie du groupe Volvo. En collaboration avec Connected Energy, dis-je, nous souhaitons minimiser l'impact environnemental des batteries qui alimentent les véhicules de notre groupe. En réaffectant les batteries, nous obtenons la pleine valeur d'un point de vue climatique, environnemental et commercial. Hyundai et Michelin ont confirmé lundi dernier la signature d'un protocole d'entente pour développer des pneus de véhicules électriques respectueux de l'environnement. Dans un communiqué de presse, Hyundai a déclaré que la recherche conjointe entre les deux sociétés permettra d'accroître l'utilisation de matériaux durables tout en optimisant les pneus pour les véhicules électriques. Le partenariat comprend également un programme de surveillance des pneus en temps réel pour les futurs véhicules autonomes. Ce partenariat fait suite à un effort de 5 ans lancé par Hyundai en novembre 2017 pour développer un pneu exclusif pour la Ioniq 5. Les pneus développés dans le cadre de ce partenariat sont également disponibles sur les futurs modèles de véhicules électriques haut de gamme. Le constructeur automobile pense que les véhicules électriques nécessitent une technologie de pneus spécifique pour répondre aux exigences de durabilité et de performance, bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails sur ce que cette technologie pourrait améliorer. Flow, une filiale d'AD-Énergie, et Hydro-Québec, propriétaire du réseau de recharge de véhicules électriques, le Circuit électrique, sont heureux d'annoncer leur plus grande collaboration à ce jour. Hydro-Québec a en effet sélectionné Flow afin de doter le circuit électrique de 7500 bornes de recharge niveau 2 d'ici 2026, consolidant les liens établis entre les deux sociétés et représentant ici le plus important contrat pour Flow depuis sa création. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde, dernière chronique avant les vacances de l'été. Qu'est-ce que je veux parler aujourd'hui? Bien, je pense que un peu comme tout le monde, c'est le délai d'attente
pour se procurer un véhicule électrique qui est un petit peu tannant. Dernièrement, je suis passé chez un concessionnaire, puis je lui demande un véhicule qui m'intéresse, si je le réserve aujourd'hui. Donc, on est au mois de juin. Je devrais l'avoir quand? Et il me répond, si t'es chanceux, 2024, il est fin 2024, puis probablement plus début 2025. Donc, imaginez, il faudrait que je réserve un véhicule aujourd'hui, puis je vais l'avoir dans peut-être 2 ans, puis probablement plus 2 ans et demi. Donc, je reçois à chaque fin de mois un rapport là, des volumes de vente. Si vous voulez aller vérifier, le site internet s'appelle EV-Volumes en anglais, bien sûr en anglais, au pluriel, je veux dire, donc evvolumes.com. Vous allez avoir les mêmes données que moi. Donc, 2021, si on regarde, il y a eu 6,75 millions de véhicules qui ont été vendus en 2021. Donc, on dit que mondialement, maintenant, les véhicules électriques, donc pleinement électriques, et les véhicules plug-in hybrid, donc les PHEV, représentent 8,3% du marché mondial. Donc, c'est quand même bon. Si on regarde qu'il y a des endroits qui vendent pratiquement pas de véhicules, c'est quand même excellent. Quand on regarde mondialement la répartition, bien, c'est en Chine qui se vend le plus de véhicules. Donc, sur les 6,75 millions d'unités en 2021, ben, à eux seuls, ils en ont acheté 3 396 000. La deuxième place où il y a le plus d'unités de vendues, c'est en Europe. Donc, avec 2 332 000. Et écoutez, on parle de l'Amérique du Nord avec 735 000 unités pour l'Amérique du Nord au complet. Donc, le Canada, États-Unis qui fait partie de ça. Et on a à peine 735 000 véhicules. J'ai regardé, donc, avec les statistiques de la VIC, on disait qu'au 31 décembre 2021, il y avait 282 723 véhicules au Canada. De cela, on enlève 103 520 véhicules qui sont en Ontario, 81 408 véhicules qui sont en Colombie-Britannique. Je vous rappelle, c'est toujours au mois de décembre. Donc, ça nous laisse 97 795 véhicules pour le Québec. Donc, c'est quand même assez bon. C'est excellent. Mais en même temps, quand on regarde avec les volumes de vente un peu partout ailleurs, ben écoutez que 735 000 unités pour l'Amérique du Nord, comparativement à 3 396 000 et 2 332 000 en Europe et en Chine, ben, j'ai pas le choix de dire qu'on fait assez dur, merci. Là-dessus, les ventes de véhicules, donc Tesla, qui a vendu pour un peu plus de 900 000 véhicules. Ensuite, le groupe Volkswagen, qui est un peu plus de 700 000 véhicules, là, proche du 800 000. Les autres BYD, là, qui est un manufacturier chinois, GM, Stellantis. Et les autres là, qu'on descend. Donc, Tesla qui s'en tire quand même pas mal. On annonce depuis je ne sais pas combien d'années qu'il va toujours avoir un Tesla Killer. Donc, on l'attend encore. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, quand on regarde tout ça, c'est encourageant d'un côté, puis en même temps démoralisant de l'autre. J'aimerais beaucoup mieux voir des chiffres en Amérique du Nord qui seraient comparables à l'Europe. Donc, si on avait environ 2 millions d'unités vendues ici, comparativement aux 735 000, ça serait vraiment intéressant. Donc, l'offre qui n'est pas là, hein, on le voit là, avec n'importe quel véhicule, même Tesla qui fournit quand même pas mal. Si vous réservez le Model 3 aujourd'hui, on était au mois de juin, bien, c'est sûr que si vous l'avez avant la fin de l'année, vous allez être très chanceux, mais c'est pratiquement impossible. De l'autre côté, je vous invite à faire un petit test. Allez voir les pages. C'est sûr que peut-être dans les grandes régions urbaines, ça ne sera pas le cas.
Mais en tout cas, ici, moi, je peux vous dire qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, je suis abonné aux pages des concessionnaires parce que je veux voir un peu les véhicules qui sortent, là, bien sûr, ça m'intéresse. Puis, tout le monde le sait, là, maintenant, là, j'ai une entreprise de bons de recharge. Donc, les concessionnaires, normalement, m'avisent quand ils ont des livraisons, là, quand ils leur rentrent 6-7 véhicules en même temps, là, ils me le disent, là, parce qu'il faut que j'aie de l'inventaire. Et je suis abonné à leur page. Et regardez qu'est-ce qui se vend le plus. Moi, je vois beaucoup de félicitations à M. Tremblay qui a acheté un F-150. Bon, bienvenue dans la famille GM à M. Bouchard qui a acheté un Silverado. C'est la même chose pour à peu près tous les concessionnaires. Je vous dirais, il y a Hyundai qu'on n'en voit pas, mais on ne sait pas pourquoi. Là, ils n'en vendent pas. Puis le seul modèle qu'ils ont de pick-up, ben, c'est plus un pick-up urbain qui est pas là pour tout le monde, qui ne répond pas aux besoins de tout le monde. Puis encore là, si on regarde, ils vont vendre beaucoup de Santa Fe, Kia vend quand même pas mal de Palisade, qui sont des véhicules pleine grandeur, des VUS pleine grandeur, des pick-up, ça se vend. Je vois pratiquement rien d'autre que ça. Et l'essence, bon, est toujours à 2$ au-dessus. Là. Je ne sais pas exactement où on est rendu. Là. Soit 2,15$ ou peut-être un peu plus. Je suis allé, justement, en parlant de prix d'essence, la semaine dernière, parce qu'il me reste quelque chose qui fonctionne à essence qui m'appartient, qui est mon tracteur à pelouse. Donc, j'ai un tracteur de 50 pouces. Puis, je vous dirais là, que c'est ici, avec la pluie, je dois faire la pelouse environ 2 fois par semaine. Donc, je suis allé remplir 5 gallons. Puis, avec ça, bon, ben, j'ai quand même un grand terrain. Je devrais être capable de tondre 4 fois, peut-être 5 fois. Là. Si je suis chanceux, peut-être 6. Puis, après ça, ben, il va falloir aller remplir la canisse, comme on dit en bon québécois. Ben, la canisse, ça m'a coûté 49,86 $. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai rempli la canisse, puis quand j'ai levé la tête, j'ai vu le prix. Je pensais que la pompe était connectée avec celle d'à côté, là, je ne sais pas, là, mais ça se pouvait pas dans ma tête. Donc, imaginez que vous avez un véhicule là, comme un F-150, parce que je connais quelqu'un qui en a un, puis il me dit qu'il va le remplir, c'est jamais en bas de 225 $. Donc, 225 $. Puis, il me dit qu'avec ce qu'il a à faire, là, il fait à peu près 2 semaines avec ça. Donc, c'est 500 $ d'essence par mois, plus le paiement, plus l'entretien, plus un paquet d'affaires. Donc, imaginez qu'avec le prix de l'essence en ce moment, si on avait des chiffres comme l'Europe, qui est pour la demande, pas la demande, mais l'offre de véhicules électriques, on pourrait offrir à 2 332 000 unités pour l'Amérique du Nord, ça serait vraiment, mais vraiment intéressant. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne été et profitez de votre véhicule électrique. Pour ceux qui des fois chialent après le prix de l'électricité aux bornes de recharge, ben, je vous invite à faire vos calculs. Puis si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours retourner à l'essence. Quand vous allez arriver pour remplir votre auto, vous allez vous apercevoir que on est vraiment avantagé au Québec. Donc, bonne été à tout le monde. Bye bye. Ah ben la voisine, t'as acheté une voiture électrique? Ben oui, j'ai finalement fait le saut! Hey, je regrette pas une seconde! Moi, ce qui me retient, c'est de gérer recharge. Je connais rien là-dedans. Je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne. Ah, mais j'étais comme toi, hein? Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait affaire avec Hydro-Solutions. Hydro-Solutions? C'est pas les réservoirs d'eau chaude, eux autres? Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge, avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument. Ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai le goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service? Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolutions.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le, t'as tout à gagner. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
C'est déjà le temps des vacances, disons-le, bien mérité. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler que le podcast fera relâche pendant la saison estivale. C'est le temps des vacances et je m'accorde une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 130 le 15 juillet. Je vous reviendrai avec plein de choses à vous dire le 12 août prochain. Entre-temps, à vous tous, bonnes vacances! Il nous est souvent demandé de sortir un petit peu du transport en voiture et de toucher les autres modes. On le fait à l'occasion. Puis aujourd'hui, je suis content parce qu'on va traiter de différentes choses, mais entre autres de vélo assistance électrique, de livraison même avec ce type de vélo et plus encore. Et je le fais en compagnie de Cédric Chaperon, qui est directeur, fondateur de La Roue Libre. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Cédric, tout d'abord, peut-être nous expliquer un peu, là, tu es ici en tant que directeur de La Roue Libre. Qu'est-ce que La Roue Libre? Alors, La Roue Libre, on est une entreprise donc de livraison. On travaille surtout sur la logistique des derniers kilomètres. Donc, la logistique des derniers kilomètres, celle qu'on appelle aussi le last mile. Donc, c'est l'acheminement des marchandises, donc surtout dans les milieux denses et urbains. Alors nous, la pertinence qu'on arrive à avoir avec nos vélos à assistance électrique, donc des vélos cargo, c'est qu'en fait, on est capable d'acheminer de la marchandise aussi rapidement, sinon plus que des camions qui sont en ville, centre-ville, et en n'ayant aucune externalité négative ou extrêmement faible, parce que on travaille avec des vélos cargo assistance électrique, donc pas d'émissions de GES, pas de bruit, pas de pollution sonore et visuelle. Voilà. Donc, on a fait notre marque depuis bientôt 4 ans. On travaille avec toutes sortes de clients. Donc, on fait de la livraison particulière, donc, par exemple avec des libraires, mais on fait aussi beaucoup ce qu'on appelle de business to business. Donc, c'est la livraison auprès de divers clients. Donc, ça va être dans l'approvisionnement, par exemple, de restaurants, de cafés, d'épiceries. On travaille avec des boulangers, des torréfacteurs, des producteurs maraîchers. Donc, on a souvent, quand on pense à la livraison à vélo, on a souvent en référence là, les courriers qui existent depuis longtemps. Donc, généralement, un jeune homme ou une jeune femme en pleine santé, en cuissard, avec un sac à dos, un walkie-talkie qui se faufile à vitesse assez surprenante en zigzag entre les véhicules. On ne parle pas de ça, là. On parle vraiment d'un vélo à assistance électrique qui traîne une remorque, c'est ça? Donc, on peut livrer des colis plus gros. Oui, voilà, alors tout à fait. Alors effectivement, la messagerie à vélo, ça existe depuis bien longtemps. Nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là, parce que en fait, il existe déjà à Montréal, puis il est extrêmement performant. Donc nous, on est plus sur du gros volume. Donc c'est ça, on travaille avec des vélos à assistance électrique, donc qui sont équipés de batteries de 500 watts. Donc des fois, on a plusieurs batteries avec nous lorsqu'on part pour une tournée. Et donc les remorques qui sont traînées par les vélos, il y en a qui montent à 2 mètres cubes. Donc, en gros, c'est entre 1 et 2 mètres cubes, on va dire. Là. Donc, concrètement, en gros, la plus grosse remorque, c'est l'équivalent, c'est un peu plus gros qu'un Dodge Caravan, donc la capacité de chargement. Puis, pour ce qui est du poids qu'on peut embarquer, on peut monter jusqu'à 350-400 livres. Wow. Donc, on peut quand même mettre beaucoup de choses, sachant que plus de 50% de la marchandise qui est livrée dans les centres urbains, en général, c'est une boîte à chaussures, puis c'est extrêmement léger. Donc, nous, on peut mettre beaucoup de colis dans une remorque. Et puis, on a moins de difficultés à se stationner et circuler en ville, ce qui fait qu'on est très efficace. Donc, dans le contexte que tu exprimes actuellement, Cédric, l'assistance électrique du vélo est plus qu'un luxe. C'est-à-dire que compte tenu du poids qui est traîné derrière le vélo, ça prend absolument de l'assistance si on va être capable de faire notre journée sans être complètement exténué après les 2-3 premières courses. Tout à fait. On ne pourrait pas opérer sans assistance électrique. Au pire, on ferait une journée, mais encore là, on la ferait en 2 fois plus de temps, puis on serait complètement, mort à la fin de journée. Là. Donc, non, c'est même pas un luxe dans le fond, c'est une nécessité pour ce qu'on fait. Et en fait, ça nous permet en fait de travailler efficacement. Puis souvent aussi, ce que je dis aux gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, c'est que le plus dur physiquement dans notre activité, c'est pas de faire du vélo, c'est plutôt de monter les escaliers, descendre les escaliers, charger toutes sortes de stocks. C'est ça qui est le plus
qui est le plus difficile physiquement parce que les vélos sont capables de nous emmener vite et puis fort pour traîner les remorques. OK. Concrètement, pour bien comprendre là, comment se passe la journée de quelqu'un qui travaille pour vous, donc il quitte le matin pour sa journée avec la remorque remplie de colis à livrer, une ou deux batteries supplémentaires là-dedans pour être capable de faire un changement de batterie si le besoin est. Et il quitte pour la journée ou il doit revenir plusieurs fois à votre point de ravitaillement pour justement remettre des colis? Ou c'est vraiment, là, on quitte pour la journée, on a tout ce qu'il faut pour une journée entière? Alors, en fait, c'est une bonne question et il y a différentes manières de faire. Donc, par exemple, quand on travaille avec nos boulangers, donc là, on approvisionne des épiceries, cafés, restos. Ça, c'est vraiment des runs de lait, hein. C'est quasiment tous les matins, on fait toujours la même chose. Fait qu'en fait, autour de ces runs de lait-là, on va construire un itinéraire où on va, par la même occasion, passer à une librairie pour aller un passage. On va livrer d'autres choses aussi en même temps. Fait qu'on va revenir effectivement des fois à l'entrepôt, déjà aussi pour prendre une pause. Puis par exemple, on va recharger notre remorque, donc là qui est remplie de colis parce qu'on s'est fait livrer une palette de colis le matin. En fait, on travaille aussi avec d'autres transporteurs pour qui on fait de la sous-traitance sur, mettons, un secteur géographique particulier. Pour vous donner une idée, nous, on est extrêmement présent et fort à Montréal, dans les quartiers Plateau-Mont-Royal, Rosemont et Villeray. Donc là, dans ces cas-là, on a certaines compagnies qui viennent, ils arrivent le matin avec une ou deux palettes de colis, et puis nous, on va les redispatcher dans la journée. Okay. Fait que, une journée pour un livreur, elle va vraiment varier parce qu'on ne travaille pas tous les jours avec les mêmes clients. Puis je sais que c'est quelque chose qu'aiment bien justement mes collègues, c'est que on a une certaine, on va dire, récurrence dans le travail. On crée des relations, mine de rien, avec les gens qu'on livre tous les jours et puis avec ceux chez qui on va ramasser la marchandise. Mais en même temps, on ne fait pas toujours la même chose. Quand on fait une tournée de livraison, on livre des particuliers. C'est pas la même chose que quand on approvisionne des restaurants aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, ça, donc en fruits et légumes. On peut facilement imaginer, Cédric, l'avantage de livrer à vélo en remettant dans le contexte, par exemple, à Montréal, et c'est l'exemple que tu donnes, rue étroite, beaucoup de circulation, très peu de places de stationnement, très peu d'endroits pour stationner un gros véhicule comme un camion de livraison, par exemple. Donc, votre avantage réside dans la capacité à vous faufiler, à prendre des ruelles et circuler là où un camion pourrait pas ou difficilement circuler. Ça vous donne certainement un avantage. Avez-vous des statistiques sur, par exemple, l'efficacité d'une livraison au centre-ville de Montréal avec un service comme le vôtre ou si on le compare avec un service plus traditionnel de livraison par camion? Oui, alors c'est une excellente question. Dans le fond, mettons, quand nous, on travaille avec un distributeur de fruits et légumes au marché Jean Talon, bon, ça, on ne l'a pas calculé précisément, mais là, moi, j'estime qu'on va 1,5 fois plus vite, à peu près. Et en fait, cette statistique-là, je pense qu'elle est vérifiée quand, effectivement, c'est pertinent ce qu'on transporte aussi. Moi, d'ailleurs, juste en passant, là, je suis quand même très réaliste par rapport aux possibilités du vélo cargo. Il y a un moment donné, là, le vélo cargo est mésadapté parce que c'est juste trop gros ce qu'il y a à transporter. Et quand on est sur on va dire du petit colis ou quand on doit vraiment faire beaucoup d'arrêts dans des endroits qui ne sont pas évidents dans lesquels on peut circuler, c'est là où la pertinence est toute là. Et puis, une des stats qu'on donne souvent, c'est que Purolator a commencé à faire cargo à partir de l'ancienne station d'autobus. Et donc là, on a la statistique parce qu'ils le faisaient avant en camion, maintenant ils le font en vélo. Ouais. Là, c'est le même ratio. En fait, c'est un petit peu moins, mais c'est entre 30 et 50% rapidement. Donc, entre 30 et 50% plus rapide de faire livrer par vélo que par les moyens traditionnels. Ouais, donc mettons, avant, on va dire qu'ils étaient à 100% avec un vélo. Maintenant, ils sont à 130, 150. Ils peuvent embarquer beaucoup plus de colis avec une personne qui travaille. Fait que ça, pour une entreprise comme Purolator, c'est majeur, là, parce que c'est une méga entreprise. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui portent le pas. Donc, il y a Post Canada qui est en train de faire un projet pilote dans Griffintown, DHL, UPS va embarquer bientôt.
Donc, la bonne idée fait du chemin. Du point de vue du consommateur, bon, outre la rapidité avec laquelle vous êtes capable de livrer dans un contexte pour lequel, là, on l'a bien dit, là, la livraison par vélo est adaptée. Si moi, par exemple, je suis un particulier, puis j'ai un colis, grosseur boîte à chaussures, ou encore je suis une entreprise, puis j'ai à l'occasion là, quelques petits paquets à faire livrer, faire affaire avec un service comme le vôtre versus un service traditionnel, est-ce que on procède de la même façon côté logistique? Est-ce que ça se fait, on réserve notre livraison par Internet? Est-ce que les coûts sont équivalents? Comment ça fonctionne? Oui, alors, bonne question aussi, c'est que je pense que c'est comme pour les voitures électriques, dans le fond, pour monsieur, madame, tout le monde. C'est que pour que ça fonctionne, il faut que les standards minimums auxquels les gens sont habitués soient respectés. Fait que ça, on est obligé d'être là-dedans. Fait que, dans le fond, si j'étais comme $2 de plus cher pour un colis et que je le justifiais juste en disant « Ah, ben c'est écolo », il n'y a personne qui adhérerait à mes services. Dans le fond, nous, c'est un plus qu'on offre. Donc, c'est l'aspect écologique. Donc, nos tarifs sont équivalents en fait à la concurrence. Même, je vous dirais qu'en général, ils sont même meilleurs sur les secteurs, vraiment le grand centre montréalais. Après, un avantage aussi pour une entreprise qui fait appel à nos services, puis c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nous, avec ceux avec qui on travaille, c'est que vu que nous aussi, on est une PME, quand ils appellent, ils ont quelqu'un au bout du fil qui va être flexible, qui va chercher à s'adapter au maximum à n'importe quelle situation qui pourrait arriver. Mais si vous expédiez un colis par Post Canada et que vous voulez transmettre à posteriori une indication, je pense que ce sera compliqué de rejoindre quelqu'un à Post Canada qui va le faire pour vous. Là. Donc, il y a aussi beaucoup cet aspect de proximité qu'on offre et puis de services personnalisés qui est très recherché au final par beaucoup d'entreprises parce que ce lien de confiance-là, ça vaut cher et ça vaut de l'or. Oui, tout à fait. Et actuellement, vous avez parlé tantôt de Rosemont, Villeray, qui sont des quartiers là, pour lesquels là, votre service est disponible et populaire. Est-ce que vous êtes concentré dans certains quartiers ou exclusifs, je devrais dire, certains quartiers de Montréal, ou peu importe le quartier de Montréal, actuellement, on peut faire affaire avec vous? Alors, on ne couvre pas toute l'île de Montréal parce que c'est beaucoup trop grand. Fait que là, c'est là aussi où on serait plus pertinent pour aller à Pointe-aux-Trembles par rapport en vélo. Là. Ouais, ou à Dorval, dans l'ouest de la ville, avec seulement des autoroutes pour s'y rendre, ça se fait moins bien en vélo. Là. Effectivement, ça serait vraiment moins bien. Fait que dans le fond, dans notre zone de livraison, on est donc de la rivière en haut, du fleuve en bas. Et puis, schématiquement, en gros, c'est P9 à l'est et la 15 à l'ouest. OK. On prend jusqu'à Verdun aussi, ce qui est déjà une très grande zone. Là. Quand on compare ce que nous, on fait comme territoire qu'on couvre par rapport aux entreprises semblables en Europe, territoire parce que les villes nord-américaines sont moins denses, plus étalées, donc on doit s'adapter à cette réalité de toute façon. J'en profite aussi pour dire que notre service est offert toute l'année. Donc, il y a juste quelques jours par hiver où on n'est pas capable d'opérer parce que... Oui, une journée de tempête de neige, c'est plus difficile. Donc, vous avez des vélos qui sont adaptés pour rouler l'hiver, rouler à la neige. C'est comme des fat bikes électriques ou quelque chose du genre? Ah non, même pas besoin. En fait, la seule adaptation qu'on a en hiver, c'est que clairement, ça lit bien. Mais la seule chose, c'est qu'on met les pneus à clous sur les vélos et ça suffit, dans le fond. Parce que à Montréal, les rues sont nettoyées en hiver. Ça pose pas vraiment de problème. Donc, on va un petit peu moins vite parce qu'il y a une perte d'efficacité sur les moteurs et la batterie. Et puis, on travaille moins vite quand il fait froid aussi. Là, mais ouais, non, c'est ça. Dans le fond, ça change pas grand-chose. Les journées où on n'est pas capable d'opérer en vélo, en fait, on travaille avec des... voilà. Parfait. Ce que je trouve intéressant, à la fait, le modèle de livraison est fort intéressant, mais je pense que ça élargit un peu nos horizons et sur le fait qu'on est trop souvent cantonné dans un modèle qui est celui d'absolument utiliser un véhicule moteur à 4 roues pour tout faire. Et là, ça démontre hors de tout doute qu'il y a moyen d'y aller avec des alternatives et que ces alternatives-là sont intéressantes. Écoute, on sort un peu du sujet principal, Cédric, mais le vélo à assistance électrique
tel que vous l'utilisez, et on en a parlé à quelques reprises, à Silence on roule, gagne en popularité et on sent depuis, je te dirais, peut-être 2 ans, là, vraiment un engouement très, très fort vers ce mode de transport-là qui, pour certains, je n'oserais pas dire révolutionne, mais transforme considérablement les perspectives d'utilisation du vélo. Les gens qui n'ont pas nécessairement une capacité physique optimale, les gens qui ont moins d'endurance, les gens qui aiment le vélo, mais qui, dans certains contextes géographiques, par exemple, où il y a des pentes, où le terrain est un peu plus difficile, peuvent bénéficier de l'assistance électrique. C'est un domaine qui démarre, mais qui démarre très fort. Quelle perspective vois-tu d'élargissement d'utilisation de ce moyen de transport-là, à la fois pour le travail, mais pour les besoins individuels des gens? Alors, bon, selon moi, c'est énorme, là. Le vélo assistance électrique, c'est un game changer dans la mobilité du monde. Ça, c'est une petite stats comme ça, là, pour traduire ce que je dis. En 2021, en France, bon, je sais que c'est la France, c'est pas le Québec, là, mais bon, ça va donner une idée quand même. Il s'est vendu plus de vélos que de voitures en 2021 en France. Wow. C'est quand même quelque chose de complètement auquel on n'aurait jamais pu imaginer, genre, je pense, il y a 10 ans. Là. Et dans le fond, le vélo assistance électrique, on va y aller avec surtout pour les déplacements, genre des personnes. Il est adapté pour un paquet d'utilisations, surtout donc, justement maintenant avec l'essor des vélos cargo. Là. Parce que les vélos assistance électrique, ça permet effectivement de se rendre déjà plus loin, plus facilement, sans transpirer, en n'ayant pas nécessairement une condition physique sportive. Là. Un vélo électrique, ça va vite, ça a une bonne autonomie, c'est adapté à un paquet d'usages et c'est adapté en fait à tout le monde pour faire du vélo électrique puis potentiellement remiser sa voiture au garage. Là. Je donne toujours un exemple. Moi, mon père, genre, c'est pas quelqu'un de très sportif. Puis là, il a repris le vélo assistance électrique. Donc, à 50 ans, puis maintenant, il se rend tous les jours à son travail en vélo assistance électrique. Parce qu'avant, c'était à 1,5 km, 2 km. Il le faisait en voiture. Maintenant, il le fait en vélo. Puis il est super content de ça. Ses frères, ils ont acheté ça aussi. En tout cas, il y a comme une espèce de nouvelle communauté aussi qui se crée autour de ça, là, effectivement. Donc, et en fait, ce qu'on voit au niveau des vélos assistance électrique, c'est aussi le tout début. Donc, les performances des vélos s'améliorent. Les vélos en eux-mêmes s'améliorent aussi. Donc, avec les vélos cargo, avec un vélo cargo assistance électrique, on est capable de transporter 2 ou 3 enfants avec des courses très facilement. Là, ça se fait extrêmement facilement. Là. On a des vélos qui s'appellent les long tail, les long john, 2 à 3 roues, à 4 roues. On va assister dans les prochaines années à une révolution de ce côté-là. Oui, on la voit plus distinctement à Montréal parce que il y a plus de distributeurs, parce que la ville est plus dense, parce que il y a plus de gens qui y habitent. Mais c'est quelque chose qui va s'appliquer aussi dans les villes québécoises et dans les centres, dans les villes périurbaines aussi. C'est une certitude. Écoute, avant de terminer, Cédric, est-ce que tu as en tête des statistiques, par exemple, si on prend... Là, on est évidemment, on doit être au début de... Ben non, tu m'as dit que tu en fais toute l'année, donc c'est presque du 365 jours par année. Mais si on prend l'année dernière, par exemple, ou dans les derniers 365 jours, combien de kilomètres électriques roulez-vous? Combien de livraisons? Si on va essayer de chiffrer ou de se donner une idée de ce que vous avez empêché de faire avec des moyens traditionnels plus polluants, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Alors, des statistiques, on a pour l'année 2021, puisqu'elle est terminée, on a livré plus de 30 000 colis à Montréal sans émettre de CO2, ce qui est une estimation conservatrice parce qu'on a beaucoup de clients où on ne pas vraiment en détail. Au niveau du kilométrage, c'est plus difficile à estimer, mais on considère en général qu'un livreur en moyenne fait 40 et 50 km par jour. Puis en moyenne, on en a 4 livreurs sur la route par jour. Donc, il suffit de faire la petite multiplication. Là. Mais c'est des dizaines de milliers de kilomètres dans le fond. Là. Le plus ancien vélo qu'on a qui roule encore, il est rendu à 45 000 km pour vous. 45 000 kilomètres? Ouais. Wow. Ce qui est assez fou pour un vélo.
en passant. Mais bon, il tient la route. Wow! OK. Écoute, les gens qui veulent en savoir plus, vous contactez ne serait-ce que pour faire appel à vos services ou voir un peu la vaste variété de vos services. Est-ce qu'il y a un site web, une adresse, une façon de vous rejoindre? Oui, alors on est évidemment présent sur Internet. Donc, le site Internet, c'est laroulibre.ca. Puis, on est aussi donc, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, on essaie d'animer nos réseaux pour montrer ce qu'on fait, parce qu'on ne fait pas juste livrer de colis, on fait aussi beaucoup d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes et inspirantes. C'est ça, là, pour démontrer que le potentiel du vélo cargo en ville est quasiment illimité. Excellent. Alors, Cédric Chaperon, qui est le directeur de La Roue Libre, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve bière et saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Comme vous le savez sans doute, au cours des derniers mois, Tesla a augmenté pas mal le prix de ses modèles et l'augmentation varie en fonction du type de véhicule. Alors j'ai fait le tour un petit peu de la situation, voir quelles étaient les augmentations en fonction du type de modèle et voilà ce qu'il en est. Alors pour la Model 3 SR en 2019, elle était vendue à 54 990 $. Aujourd'hui, elle coûte 61 980 $, donc 12,5% d'augmentation. Alors, c'est quand même assez significatif. Et puis, l'augmentation aussi de l'autonomie. Alors, elle passe de 386 km à 438 km d'autonomie aujourd'hui, avec une petite chute au niveau de l'accélération. On parlait de 5,6 secondes 0 à 100 km/h. Aujourd'hui, elle est à 6,1. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est essentiellement dû au changement de chimie des batteries puisque les nouvelles Model 3 SR en 2022 sont vendues essentiellement avec des batteries LFP, donc des batteries qui sont un petit peu plus lourdes, qui ont une moins bonne densité énergétique, donc un petit peu moins de performance au niveau de l'accélération. Par contre, plus d'autonomie grâce à l'optimisation qui a été faite sur les modèles et une augmentation de 12,5% donc du modèle de base de la SR. Si on parle maintenant du modèle LR, Long Range, donc là, en 2019, on était à 65 990 $. Aujourd'hui, 76 990 $, soit une augmentation de 16,6%. En termes d'autonomie, elle passe de 499 km à 538, donc sensiblement quand même une bonne augmentation. Au niveau de l'accélération, elle passe de 4,6 secondes 0 à 100 à 4,4, donc pas énormément de modifications, mais quand même.
Ce qui concerne la Model 3 Performance, en 2019, on était à 74 990 $. Aujourd'hui, elle est à 83 990 $, soit 12% d'augmentation avec sensiblement les mêmes caractéristiques. On parlait de 499 km d'autonomie en 2019 et aujourd'hui, elle est à 507 km d'autonomie. Alors vous allez voir maintenant au niveau de la Model Y, les augmentations ont été beaucoup plus importantes. Alors évidemment on ne parle pas de 2019 puisqu'elle n'est pas sortie en 2019. Les premiers modèles vraiment qui ont été produits, on parle de 2020. Donc au 9 janvier 2020, la Model Y, alors qui était proposée à l'époque, qui était une 2 roues motrices, était disponible à 66 390 $. Avec 483 km d'autonomie, mais ce modèle-là, de toute façon, n'est plus proposé pour le moment. Il va probablement l'être plus tard, mais pour l'instant, on peut pas vraiment comparer. Donc, la Model Y Long Range, donc en 2020, donc début 2020, valait 72 390 $. Aujourd'hui, 86 990 $, soit 20% d'augmentation. 20% d'augmentation, c'est quand même beaucoup. Hein. À l'époque, il y a 2 ans, elle faisait 451 km d'autonomie. Aujourd'hui, 531 km d'autonomie, donc quand même une amélioration assez importante de l'autonomie, mais quand même 20% d'augmentation. Le modèle Y Performance est celui qui a le moins augmenté au fil du temps. Alors, en début 2020, elle était proposée à 84 390 $. Aujourd'hui, elle est à 91 990, une augmentation de 9%, donc c'est le plus faible taux d'augmentation de tous les modèles actuels, entre Model 3 et Model Y. Puissance d'autonomie a un petit peu augmenté. La Model Y Performance, elle était à 451 km. Aujourd'hui, elle est à 488 km, évidemment, une faible augmentation, mais quand même significative. Alors évidemment, vous êtes nombreux à vous poser la question, pourquoi ces augmentations successives? Est-ce que ça vient de la chaîne d'approvisionnement où les matériaux, les pièces deviennent de plus en plus chères, ou est-ce que c'est la demande qui fait que Tesla en profite pour augmenter ses modèles? Bien, la réponse est un petit peu les deux. Effectivement, il y a beaucoup de demandes sur les modèles Tesla. Sur certains modèles, il y a plus de 12 mois d'attente, donc c'est énorme. Les autres fabricants décident de maintenir les tarifs et ont parfois des dates de livraison de 2 ans, plus de 2 ans, ce qui est ridicule. Donc Tesla a choisi d'augmenter les prix pour réduire sensiblement le délai d'attente, donc dissuader certaines personnes de se mettre en attente. Puis aussi, Tesla fait face, comme tous les autres fabricants automobiles, à ces augmentations successives des prix des composantes et des matériaux. Et comme les délais de livraison sont longs, eh bien, entre le moment où vous commandez votre véhicule et le moment où vous le recevez, eh bien, Tesla ne va pas payer le même prix au moment où il va fabriquer votre auto. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de se prémunir contre les augmentations successives, et dans certains contrats, ils disent que parfois c'est 30% d'augmentation sur certains matériaux. Donc, si vous commandez une voiture aujourd'hui, que dans 9 ou 10 mois, Tesla la fabrique et que ça lui coûte 30% plus cher que ce que vous avez payé vous, ben, ça va être un petit peu un problème pour eux et puis pour tout le monde. Donc, ils ont choisi d'agir de façon très proactive par rapport à ça. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez commander une Tesla et l'avoir en fonction de la configuration dans les 3 à 12 mois, ce qui est quand même une des meilleures performances dans l'industrie. Et puisqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, bien écoutez ce que Elon Musk a dit lors d'une entrevue avec les Tesla Owners Silicon Valley qu'il a donnée il y a 2 semaines, dans laquelle il décrit en détail la problématique de la chaîne d'approvisionnement au cours des 2 dernières années. Écoutez bien. So the past 2 years have been an absolute nightmare of supply chain interruptions, one thing after another, and we're not out of it yet. So that's overwhelmingly our concern is how do we keep the factories operating so we can pay people and not go bankrupt. La chaîne d'approvisionnement a été un cauchemar absolu depuis les 2 dernières années et nous n'en sommes pas encore sortis. Alors notre plus grande priorité est de garder les usines ouvertes, payer les employés et ne pas faire faillite. So, but both Berlin and Austin factories are gigantic money furnaces right now. Yeah. Berlin and Austin are losing billions of dollars right now. Because there's a ton of expense and hardly any output. Mais les usines de Berlin et Austin sont actuellement des gigantesques machines à brûler de l'argent. Elles brûlent des milliards de dollars actuellement, parce que beaucoup de dépenses et très peu de production. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique Tesla. À très bientôt. Bye bye.
comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent de la part des nouveaux propriétaires de voitures électriques est: est-ce que je dois m'acheter une borne de recharge qui va charger à 6, à 11 kW, donc différents modèles, différentes puissances de bornes niveau 2? Première question, est-ce que votre véhicule prend, par exemple, une borne de 11 kW? Il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'à 11 kW, vous allez avoir besoin de 48 ampères plutôt que de 30 ampères pour une borne de 6,6 kW. Donc, ça prend plus d'énergie sur votre panneau électrique. Donc, est-ce que votre panneau peut le prendre? Est-ce que votre voiture peut le prendre? Mais dans tous les cas, il faut savoir que le gain en temps de recharge va être minime. Vous allez peut-être finir de charger votre voiture à 3h30 du matin plutôt qu'à 4h10. Donc, un gain de temps très minime. Par contre, si vous avez deux voitures électriques à brancher sur la même borne et que vous devez alterner entre l'une et l'autre des voitures, à ce moment-là, le gain de vitesse d'avoir une borne à 11 kW pourrait être nécessaire pour vous. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais dans tous les cas, le gain de vitesse est vraiment minime. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydrauliques. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les 2 et 3 juillet 2022 de 10h à 16h, c'est le relais électrique d'une recharge à l'autre aux îles de la Madeleine. C'est à l'Hôtel de Ville au 460 chemin principal de Cap-aux-Meules. Kiosque d'information, essais routiers, conférences par l'AVEC et le circuit électrique les samedis et le dimanche. Mardi le 5 juillet de 10h à 16h, c'est des essais routiers au Jardin des Métis. C'est au Rufford Garden, au 200 route 132 à Grand Métis, kiosque d'information et essais routiers. Il y aura également du 16 au 18 septembre 2022 le Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est au centre Georges Vézina, 643 rue Bégin à Chicoutimi. Donc le 16, le 17 et le 18 septembre. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, Claude Gauthier, Laurent Gigon, ainsi que Cédric Chaperon. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydrosolutions, Précision PPF Vitre Teintée, la boutique Réserve, Bière et Saveurs, Boco Éco, l'Association des voitures électriques du Québec, ainsi que Cubex Équipement. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.